Salut tout le monde, bienvenue à bord. Bon, sur cette vidéo, on va aborder les définitions qui sont liées au survivalisme, toutes les notions qu'on peut entendre, tous les mots qu'on peut écouter quand on parle de survivalisme. Donc dans un premier temps, le survivalisme en lui-même. Ensuite, ce qu'on appelle l'effondrement, tout ce qui tourne autour de ça. Ensuite, on va parler de l'EDC. Ensuite, du BOB, le Bob, le fameux Bob, dont on entend parler tout le temps. Ensuite, on parlera de la BAD. Je mettrai un mot rapidement sur le bushcraft. Tant qu'à parler du bushcraft, je mentionnerai aussi ce que c'est que la verte. On parlera aussi du low profile, c'est une notion qui est intéressante. Et pour finir, je vais faire un petit clin d'œil à David Maniz, qui a un forum, qui fait des vidéos, qui fait plein de trucs, et qui a développé un concept, enfin qui l'a expliqué en tout cas, qui est très intéressant, je trouve, quand on l'applique au survivalisme. Ça s'appelle l'effet chimpanzé. Le survivalisme. Alors le survivalisme, quand on va taper sur internet, Google, Wikipédia, tout ce que vous voulez, on va trouver des définitions un peu à toutes les sauces. En gros, le survivalisme, c'est une façon de penser et d'agir. Pour certains, ça va même jusqu'à un mode de vie, pour se préparer à une catastrophe globale, on va dire, et pour vouloir y survivre. C'est une définition, là c'est le volet jusqu'au boutiste, hein, c'est la définition de niveau 2, c'est-à-dire le bordel généralisé, il n'y a plus de structure de l'État, il n'y a plus de services de police, de secours, il n'y a plus d'armée, tout s'est écroulé et on vit dans un monde déstabilisé, dans un monde chaotique. L'événement grave nous a complètement tout mis par terre et ça nous fait un bordel généralisé. Donc, en gros, tout le monde est dans la merde et chacun pour soi. L'idée avec le survivalisme, c'est de vivre avec ses propres ressources. Donc, tout ce qu'on aura pu stocker, tout ce qu'on aura pu apprendre comme technique, le camouflage, poser des pièges, fabriquer des abris, filtrer de l'eau, tout ça. Voilà, ça c'est le survivalisme de niveau 2, on va dire le survivalisme poussé jusqu'au bout. Et le bordel total autour de nous, on survit chacun pour soi et puis que les autres puissent survivre, quoi. Tant pis pour les autres. Voilà. En première approche, en premier niveau, le survivalisme de niveau 1, ce serait plus proche de nous, ce seraient des événements plus locaux, des événements qui ne vont pas écrouler tout le système autour, et ce seraient des scénarios plus probables, plus proches du quotidien, plus réalistes entre guillemets, auxquels on peut être confronté effectivement du jour au lendemain. Ça peut être une inondation, un feu de forêt, ça peut être un accident avec un camion qui transporte des matières dangereuses, produits chimiques ou autres, ça peut être tout bêtement une panne de courant ou une coupure d'eau. Et donc, ça aussi, ces événements de moins grande ampleur, ça demande une préparation, si on veut s'y préparer, et le survivalisme peut aussi coller à ce genre de scénario. Ce genre de scénario qui peut avoir un impact sérieux, même si c'est que du premier niveau, même si c'est de l'événement local. Pourquoi un impact? Parce que si on est mal préparé, si on n'est pas préparé, si on n'a pas de matériel, si on n'a rien prévu, et surtout si au niveau mental, on n'est pas décidé, on n'a pas la volonté à vouloir survivre, on peut avoir effectivement un impact important et des conséquences derrière, qui seraient plutôt fâcheuses. Donc, le survivalisme, comme je le disais rapidement dans la première vidéo, se préparer au cas où, vouloir se préparer, vouloir survivre et vouloir surmonter ces situations imprévues. Allez, deux mots rapidement sur l'historique. Dès le Moyen-Âge, les paysans stockaient des céréales, stockaient du sel, etc. dans les chaumières pour pouvoir passer l'hiver et pas mourir de faim. Ben ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prévu au cas où, ça se fait depuis des siècles, et quelque part le survivalisme, ça a commencé par là. Ensuite, ça a été popularisé aux États-Unis dans les années 70, bon, ensuite ça s'est diffusé. C'est pour ça qu'on retrouve certains termes des anglicismes, hein, le DC, le BOB. Voilà, ça vient des États-Unis parce que le concept a été popularisé là-bas, je ne vais pas dire créé ni développé. Ça fait bien longtemps que les anciens avaient une démarche survivaliste avant d'avoir mis le nom, le mot du concept par-dessus. Un petit mot quand même. C'est très vite devenu du business, hein, comme souvent là-bas. On va vous servir du survivalisme à toutes les sauces. Hein, c'est la mode, on fait du fric avec, etc.
Prenez l'exemple, il y a quelques années, c'était l'exemple du Tactical. Tactical, alors ça c'est super bien, vous prenez un bon vieux pantalon kaki, vous le peignez en noir, vous mettez deux sangles, trois boucles dessus, ça devient un falzar Tactical, et vous le vendez 2 fois plus cher. Valeur ajoutée, finalement, pas grand chose. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire au niveau des techniques, au niveau des choses que vous pouvez apprendre, au niveau du matos que vous voulez acheter. Réfléchissez un peu avant de vous jeter sur n'importe quoi. Le survivalisme, c'est un peu la mode, regardez-y bien. Il y a beaucoup pour se faire des pépettes aussi. Voilà, ça c'est dit. Allez, on passe à la suite. L'effondrement. Alors l'effondrement, c'est pareil, c'est un thème qu'on entend beaucoup dans les forums survivalistes, qu'on va dire un peu partout dans les vidéos, etc. L'effondrement, c'est l'événement majeur, c'est le gros cataclysme, la catastrophe qui va tout bouleverser, qui va écrouler tout l'état, les structures, le machin, enfin ça va être le bordel total. Et c'est cet événement-là qui va déclencher tous les réflexes, toutes les démarches mises en place par les survivalistes, ceux qui sont jusqu'au boutiste. Le niveau 2, voilà. Donc ça porte plusieurs noms, c'est l'effondrement généralisé, ça peut être la catastrophe majeure, l'événement majeur, il y a des gens qui, le gros bouleversement, enfin ce que vous voulez. Il y a des gens sur certains forums qui ont une formule assez jolie pour le dire, ils diront le jour où toutes les lumières vont s'éteindre. C'est assez joli, c'est imagé, et donc effectivement ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le jour où il y aura cette grosse catastrophe, on n'aura plus de services de secours, on n'aura plus de réseau de communication, on n'aura plus d'eau courante, plus d'électricité, il n'y aura plus de distribution d'essence, plus de supermarchés, il n'y aura plus de sécurité sociale, ça va être le bordel total. Donc voilà ce que c'est cet effondrement. Donc le niveau 2, là on est dans le scénario catastrophe totale. Vous prenez les films comme 2012, vous prenez les films comme Le jour d'après, ce genre de choses-là. Bon, c'est que des films, mais au moins ça permet de se faire une image. Visuellement, on se dit voilà, à quoi ça peut ressembler, l'effondrement c'est ça, c'est le bordel total. Les films de zombies, ils sont pas mal d'ailleurs. Vous prenez The Walking Dead, vous prenez Zombieland et puis tout ce qui va autour. Vous voyez plus que les murs, il n'y a plus rien qui marche. Et il y a quelques gens bizarres qui rôdent dans les rues. Bon, enfin voilà, ça décrit assez bien les scénarios auxquels peuvent se préparer des gens qui se mettent au survivalisme de niveau 2. Si on veut s'en tenir au niveau 1, en scénario plus réaliste, plus proche de la réalité, il n'y a pas besoin d'aller chercher jusqu'au cataclysme apocalyptique. Tout simplement, une période de grand froid, ça peut suffire à enneiger les routes, ça peut suffire à bloquer les réseaux de communication. Et du coup, on n'a plus la bouffe, on n'a plus l'essence, on ne peut plus se chauffer, les réseaux électriques s'écroulent parce qu'on n'a plus, on tire trop dessus pour le chauffage, on tire trop dessus pour les appareils, les éclairages, etc. Et finalement, la production électrique ne peut plus subvenir à tout. Donc on a des coupures, donc les lignes gèlent, etc. On peut très vite avoir du bordel sans avoir une catastrophe totale, et en restant en niveau 1, avoir besoin de se préparer. Le décès, Everyday Carry, ça c'est de l'anglais comme je disais tout à l'heure, Everyday Carry si on veut le dire proprement. Donc en gros c'est quoi? C'est le bordel qu'on a tous les jours dans les poches, le bordel du quotidien. Exemple. Donc ce qu'on a dans les poches tous les jours, on a un téléphone, on a les clés de la maison, de la voiture, de la moto, une montre, les papiers, carte d'identité, portefeuille, carte de crédit, ce que vous voulez, clé USB. Ah oui, de nos jours, clé USB, ça peut être très utile. Les tire-jus, le bon vieux tire-jus, hop, un petit coup pour les rageux. Le briquet, bah, vous êtes fumeur, vous n'êtes pas fumeur, un briquet ça sert à tout. Même avec des capsules et des canettes. Une petite loupiote, voilà, une petite lampe. Donc là c'est de la lampe à LED.
Lampe LED, pourquoi? Parce que ça consomme quasiment rien. Maintenant, ça vaut plus grand chose, vous en trouvez à 3-4 euros à la farfouille. Vous la faites tomber, vous cassez pas l'ampoule. Et c'est pratique, ça éclaire bien, c'est une bonne lumière. De la lampe LED. Et le petit couteau qui va bien. Alors bon, voilà, ça c'est Victorinox. Ça peut être ça peut être de l'Opinel, ça peut être du Layol, ça peut être le petit couteau de Montron, enfin, ce pourquoi vous avez une affinité. À l'extrême, ça peut être un truc comme ça, un gros machin à verrouillage, cran d'arrêt, c'est mieux, ça évite de se fermer la lame sur les doigts. Attention quand même, hein, la législation, vous sortez avec le couteau de combat pliant. Je pense que les forces de l'ordre n'aimeront pas trop. Ça peut être un multitool, hein, vous savez, les outils multifonctions, les petites pinces. Alors ça c'est le petit modèle de chez les Orman, là, voilà, un petit truc. Vous avez 2-3 conneries à l'intérieur, une lime, un ciseau. Vous avez ça qui est un peu plus gros, bon. Et pareil, hein, vous avez 50 marques, vous avez le modèle à pas cher, vous avez le modèle plus évolué. Vous avez les tournevis, la lime, les ciseaux dedans. C'est comme vous voulez. Donc ça c'est un exemple de ce que j'ai dans les poches tous les jours. Sauf quand je prends l'avion, évidemment, il n'y a pas le couteau. Mais en gros, tout le monde a un téléphone, tout le monde a une montre, tout le monde a des mouchoirs ou des conneries, des clés, des papiers. Voilà, le décès, c'est ça, c'est le bordel de tous les jours. Le bob, le fameux bob, le bug out bag, comme on dit en anglais, bug out bug, le sac d'évacuation. Alors ça, on en entend parler partout dans le survivalisme. On en fait des débats, il y a des gens qui en parlent, qui sont pour, qui sont contre, je veux pas. C'est énorme, c'est un sujet qui va mobiliser tout le monde. Il y a des gens qui font des super vidéos là-dessus, c'est énorme, ils en étalent partout, ils font des déballages, des listes de matos. Il y a des gens qui se font vraiment plaisir avec ça. Il y a des gens qui sont trop dedans, enfin bon, on trouve de tout. Le Bob, c'est énorme. Il y a un gars qui fait des trucs vachement bien, c'est Mister Bubar 33. Je te salue, collègue. Ce gars-là, il fait des super vidéos, il déballe son sac, il déballe le sac de son pote, de sa copine, enfin il y en a partout, c'est marrant, en plus il a une super façon de le présenter, c'est bien rigolo. Bon. Le Bug Bag, c'est quoi? C'est un sac d'évacuation. Vous prenez France Survivaliste, il nous dit sac d'évacuation rapide, vous allez sur le site du ministère, ils nous disent kit d'urgence, c'est la même chose. Le Bob, bon pas, je vais pas vous la faire à chaque fois. C'est ça, hein, tout bêtement, c'est le sac à dos, trentaine de litres, 25-30 litres. Voilà, exemple ça. Exemple ça. Voilà. Donc vous y mettez ce qu'on détaillera un peu plus tard, une vidéo dédiée au Bob. Voilà, on est pareil dans la gamme des 30 litres là par là. Donc les deux premiers c'était vraiment le sac de Gosport Decathlon. Là c'est un petit peu plus travaillé, on est plus proche du militaire sans être trop typé. Hein, là on n'est pas dans le style commando pur encore. Hein. Là on y arrive, là on est vraiment typé militaire. Donc en plus il y a la pelle, il y a la hache, il y a les autocollants, stickers, les badges qui vont bien. Il y a le couteau, bon. Donc si vous avez bien compris ce que j'expliquais par rapport au niveau 1 au niveau 2, ça c'est plutôt du niveau 2, le militaire qui sort avec ça, chez tout le bordel, ouais ça c'est du niveau 2. Le niveau 1 il passe très bien avec ça. Il passe bien avec ça aussi. Niveau 1, on n'a pas besoin de 50 000 bazars, on n'a pas besoin de se charger avec des tonnes de bouffe. Niveau 1, on évacue pendant une inondation, pendant un feu de forêt. On n'a pas besoin de prendre la maison sur le dos. Niveau 2, celui-là il est peut-être un peu court, hein, il est peut-être un peu léger, j'ai pas fini de le faire. Bon, il fallait le tester, j'aimais bien, bon en rando ça passe bien. En niveau 2, faut voir. Le Bob, notre sac d'évacuation. La BAD, base autonome durable. Alors ça pour une fois c'est du français. Alors qu'est-ce que ça veut dire la base, le coin où on reste, hein, la maison, etc. Autonome parce qu'on va y vivre en autonomie sur nos ressources, et durable parce qu'on va y rester un moment. En gros ce concept-là,
Alors est-ce que c'est du niveau 1, est-ce que c'est du niveau 2? Bon, ça peut être un coin où on va stocker de la bouffe, on va stocker des munitions, des armes, on va stocker des outils, on peut stocker du matériel qu'on peut troquer pour l'échange. Donc là on est plutôt sur du niveau 2, on est en mode dégradé, on est vraiment plus rien autour, et puis on va troquer des choses pour échanger de la bouffe avec du savon, du shampoing, etc. On peut aller plus loin dans la démarche, on peut se dire on va planter des légumes, on va planter des fruits, on va élever des poules et des lapins pour avoir de la viande, pour avoir des œufs. Là on est vraiment sur de la démarche de longue durée. Personnellement, voilà la définition de la BAD. Moi perso, je ne vais pas trop creuser le concept, je ne suis pas trop dessus encore. Il y a des gens qui ont pas mal développé dessus. François Vivalis par exemple, il a pas mal de choses. Bon, lui et d'autres ont pas mal de vidéos dessus. Voilà, pour juste expliquer ce que c'est que la base autonome durable. Un endroit que l'on peut protéger, que l'on peut défendre, dans lequel on pourra vivre en autonomie sur nos ressources pendant une durée de notre choix. Ça peut être un mois, 10 mois, un an, beaucoup plus. Voilà ce que c'est qu'une base. Le bushcraft. Alors, le bushcraft, qu'est-ce que c'est? On va en entendre parler dans le survivalisme. Il y a des gens, ouais, le survivalisme d'un côté, le bushcraft de l'autre, ça s'oppose, machin, tout ça. Bon, ça, c'est des débats. On n'est pas là pour faire du débat, là, on est là pour juste poser quelques définitions et clarifier. Le bushcraft, c'est un ensemble de techniques de survie appliquées à la nature. On est dans la forêt, on est dans la brousse, on est en montagne, voilà. Le bushcraft, c'est des techniques pour apprendre à faire des pièges, pour apprendre à construire un abri, à allumer des feux, pour apprendre à effacer des traces, peut-être pour lire des traces. C'est se débrouiller, c'est de la survie pure et dure dans la nature. Vous prenez l'émission Seul face à la nature, Bear Grylls, Man vs Wild, c'est ça. Il fait du bushcraft pur. Il se fait parachuter avec un couteau ou un bout de ficelle. Il doit rallier un point de rendez-vous en arrivant à survivre dans son milieu naturel. Ça peut être la brousse, ça peut être l'Arctique, enfin, c'est plein de trucs. Sachant que les quatre, allez, on vous le donne au passage vite fait, les quatre besoins de la survie essentiels, c'est l'eau, la nourriture, le feu et l'abri. Voilà. Ça, depuis l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui, l'homme a toujours eu besoin de boire, de bouffer, de se réchauffer les petons et de s'abriter en cas de pluie, de tempête, de soleil, d'ombre, de chaleur, tout ce que vous voulez. Voilà, donc le bushcraft, c'est ces ensembles de techniques de survie purement appliquées dans la nature. Donc si vous voulez faire du bushcraft, parce que ça peut être une très bonne activité de plein air, ça peut être vachement sympa, il y a des gens qui encadrent des stages, il y a des formateurs, bon, validés, diplômés d'État, pas diplômés, c'est pareil, vous faites votre choix, mais n'allez pas vous lancer tout seul au milieu de la forêt en sachant, même pas en sachant vous servir de votre couteau, etc. N'allez pas vous mettre en danger bêtement, allez faire ce genre de choses avec des gens qui savent vous l'encadrer, avec des gens qui connaissent, demandez l'autorisation du propriétaire du terrain avant d'allumer des feux et de couper des arbres, c'est pas mal non plus. Et puis un grand basique du survivalisme, de la survie tout court, évitez les situations bêtes où vous vous mettez en danger pour rien. N'allez pas vous perdre en pleine montagne la nuit pour expérimenter des techniques alors que vous ne les avez pas, que vous ne les maîtrisez pas. Et n'allez pas vous paumer en pleine forêt, n'allez pas vous planter un coup de couteau parce que vous ne savez pas vous en servir et que vous avez voulu couper des arbres avec un couteau. Bon, voilà. Ne vous mettez pas en danger bêtement. Et si vous voulez faire du bushcraft, ça peut être sympa. Vous pouvez voir des techniques basiques sur internet, de comment on utilise une pierre à magnésium, un fire steel, ce genre de choses. Ça peut se faire sans trop de danger. Mais dès qu'on commence à vouloir construire des trucs, poser des pièges et tout, demandez l'avis de gens qui sont plus expérimentés et qui sauront vous encadrer en sécurité. Voilà, allez, en deux mots, ce que c'est que le bushcraft. Bon, tant que je vais parler du bushcraft, on est largué en pleine nature. Je vais vous dire ce que c'est que la verte, parce que c'est pareil, on l'entend des fois, ouais, je pars dans la verte, je prends mon sec, j'y vais. Bon, la verte, c'est ça, vous l'avez compris, c'est la nature. Bon, c'est la forêt, c'est la brousse, c'est la jungle, c'est la montagne, c'est le désert. En France, on est plutôt sur de la forêt. Voilà, donc en gros, la verte, c'est ça, c'est la nature en général de la forêt en France. Bon, autre chose, le low profile. Alors le low profile, encore une fois, c'est de l'anglais, et on va le traduire par la discrétion ou faire profil bas.
Donc moi je vais distinguer 3 situations dans lesquelles on peut appliquer ce profil bas, l'appliquer ou ne pas l'appliquer d'ailleurs. Donc dans un premier temps, le profil bas en niveau 2. Donc situation de catastrophe, il y a des zombies partout dans la nature, on risque de se faire bouffer à tout instant. Donc dans ce cas-là, le profil bas qu'il faut appliquer en niveau 2, c'est ça. Je me camoufle. C'est le camouflage. C'est du camouflage tactique, du camouflage opérationnel, on appelle ça comme on veut. On évite de se faire remarquer. On laisse passer le flot, on ne va pas chercher la confrontation avec la horde de zombies. Parce que même si on dégaine le Glock avec le chargeur mexicain 33 coups, au bout d'un moment, les 33 coups ils sont partis, et puis il y en a toujours qui arrivent pour nous bouffer. Bon. Donc on s'est compris, le profil bas tactique, le profil bas opérationnel en situation de niveau 2, c'est le camouflage. C'est ça. Je me mets du kaki sur la tronche, je me déguise avec le bandana, je me fonds dans l'environnement camouflé en buisson avec des branches sur la tête. Et si je vadrouille, c'est avec un truc comme ça, pas un truc orange fluo, comme ça je n'attirerai pas l'attention. Donc là vous voyez, c'est pas brillant, ça fait pas de bruit, ça clinque pas dans tous les sens. Là on est sur des couleurs sombres. Là c'est pareil, voilà c'est du noir, on peut changer ça si vous voulez. Pour ceux qui veulent des machettes, les machettes vous les mettez dans des housses camouflées, dans des housses kaki, pas dans des housses fluo. Voilà. Le camouflage, niveau 2. C'est on se planque et on laisse passer l'orage. Voilà. En situation de niveau 1. Alors là, le concept est tout à fait différent. En situation de niveau 1, toc toc toc, bonjour monsieur, c'est la police, il y a un camion citerne qui s'est renversé, faut vite se dépêcher de sortir là parce que là il y a des produits chimiques dans l'air, faut dégager, faut évacuer tout de suite. En situation de niveau 1, vous sortez avec ça, vous avez le couteau sur le sac, vous avez la hache qui dépasse. Là, les mecs, ils vont vous voir venir. Là, c'est pas bon. C'est pas la même chose. Le profil bas, et là, c'est bien dans le sens de faire profil bas en niveau 1, c'est ça. C'est le petit sac à dos ordinaire. Tout ça, si vous voulez. Le sac à dos ordinaire. Qu'est-ce que vous avez dans le sac? Bon, ben, j'ai le casse-croûte, j'ai un kawaii, 2 bouteilles d'eau, j'ai les couches pour le bébé. J'ai les Tampax pour madame, bon voilà, ça s'arrête là, on ne va pas vous casser les couilles plus que ça. Vous sortez, voilà, vous avez une veste polaire, un anorak, un blouson, un pantalon ordinaire, des baskets, vous n'attirez pas l'attention. Et dans ce sens-là, c'est ne pas attirer l'attention, c'est ça, faire profil bas dans une situation de niveau 1. Le troisième cas dans lequel on peut appliquer, ou justement il ne faut pas appliquer la discrétion, le profil bas, c'est en situation de détresse. Vous demandez du secours. Vous êtes sur le toit de la maison, il fait nuit, l'eau est en train de monter, et il y a l'hélicoptère qui tourne à côté, vous devez vous signaler. Vous êtes le soir en montagne, le soir commence à tomber, il y a le brouillard qui arrive, vous êtes blessé à la cheville, il faut vous évacuer, il faut se signaler. Et là, c'est plus question de se camoufler, c'est plus question de se fondre dans la masse, machin, ça, on laisse tout ça de côté. Il faut être visible, il faut être audible, il faut se faire repérer de suite pour avoir du secours. Donc, se faire repérer comment? Ben voilà, ces sacs-là, ils sont un peu mal foutus. Vous avez un sifflet, voilà, par exemple. Ça marche très bien avec le sifflet en plastique qu'on achète à 2 balles, le truc pour les arbitres de foot le dimanche avec les matchs entre les gosses. Le petit truc en plastoc, ça va très bien pour se signaler. Vous avez la loupiote qui va bien. Vous faites des appels lumineux avec ça, vous allez vous signaler. Un truc qui marche pas mal aussi, c'est ça. Voilà. Donc à l'époque où on l'a rendu obligatoire, ça se vendait la peau des fesses. Maintenant ça coûte 1,50 €, c'est le gilet jaune, le gilet routier tout bête. De jour c'est jaune fluo, ça se voit très bien. De nuit vous avez les bandes rétro-réfléchissantes. Si jamais quelqu'un éclaire dans votre direction, vous allez briller comme un sapin de Noël. Ça c'est impeccable pour se signaler. Si jamais il y a besoin en plus, si vous trouvez ça, vous avez de la bâche orange, orange fluo, c'est pareil, vous étalez ça sur le toit de la maison, vous étalez ça sur la neige, vous allez être très visible. Donc l'intérêt, dans ce cas-là, quand on demande du secours, c'est surtout pas de se cacher. On se manifeste et on appelle. Après, téléphone, radio si vous avez, bon, voilà. On laisse tout ça de côté.
Si jamais il faut se signaler, tenez, ah oui, il y a ça aussi. Voilà. Le feu à main. Le feu à main, hein, ça c'est les feux de navigation, type navigation, type bateau. Vous claquez un feu à main, vous faites attention, c'est chaud, et vous êtes visible sur des kilomètres. Donc vous avez tout ce qu'il faut avec vous pour vous signaler de moyens sonores, siffler, en moyens lumineux, la lampe, le gilet rétro, le feu à main. Et là, vous pouvez demander du secours. Et pour contacter les secours, éventuellement, vous avez le téléphone. Ou alors, si vous allez plus loin, vous avez une radio, une VHF en nautique, vous avez la radio secours montagne dans les Alpes. Voilà, il y a tout ce qu'il faut qui existe et vous pouvez vous équiper pour ça. Dans ces situations où on applique le profil bas ou justement où il ne faut pas l'appliquer. Allez, la dernière ligne droite. Donc là, pour le coup, je vais vous parler de quelque chose qui a été évoqué et développé par David Maniz. Alors, c'est de la pub gratuite, c'est pas de la pub, on s'en fout. Là, j'ai trouvé son concept très intéressant et je trouve que c'est très utile quand on l'applique au survivalisme. C'est l'effet chimpanzé. Alors, lui, il l'a développé sur plusieurs pages. Bon, il a bien expliqué tout en détail. Moi, je vais essayer d'en faire quelques mots très simples. L'effet chimpanzé, en gros, c'est quoi? C'est sous une situation de stress, on a une décharge d'adrénaline. La décharge d'adrénaline va nous donner plus de force, va décupler nos capacités physiques. On va courir plus vite, on va pouvoir sauter plus loin, on pourra porter des charges un peu plus lourdes. Et en contrepartie de ça, eh bien, le cerveau qui normalement est capable de réfléchir, d'analyser, de faire appel à sa mémoire, sera beaucoup plus limité dans ses capacités. En gros, on va devenir plus bourrin, hein, ça va cavaler, ça va foncer, il faut que ça bourre, hein, c'est du brutal. Par contre, on va tourner avec l'encéphalogramme de la grenouille, hein, c'est-à-dire qu'on va osciller sur pas grand-chose, au lieu de faire des grands développements philosophiques. Ça, c'est la situation de stress, c'est la peur, beaucoup avons connu ça à plus ou moins un certain degré. On se sent, oui, machin, en panique, on est capable de faire plus de choses, mais on ne réfléchit plus. Et on a cette espèce d'effet tunnel, on ne voit plus sur les côtés, on ne voit que devant. Voilà. Donc en gros, de notre condition d'homme civilisé, évolué, réfléchi, etc., on redevient ce qu'on a toujours été, plus ou moins. Hein. On redevient des primates, des chimpanzés, plus forts, mais beaucoup plus bêtes. Donc cet effet-là, il faut en connaître l'existence. Et au niveau du survivalisme, comment on va l'appliquer? L'enseignement que nous livre David, c'est dans notre sac, dans nos techniques, il nous faut des choses simples. Des choses simples, parce que si on commence à partir sur des trucs très compliqués, très élaborés, non, il faut oublier, parce que dans une situation de panique, dans une situation de stress, telle qu'on peut la connaître, en situation d'évacuation par exemple, même en niveau 1, on n'aura plus le temps d'aller chercher la notice, télécharger sur internet, on n'aura plus le temps de se rappeler, d'ouvrir le manuel de 50 pages. Non, jetez-moi tout ça, ça n'a rien à foutre dans un sac, ça. Il nous faut des choses simples, des choses fiables, et des choses dont on sait se servir et que l'on peut réutiliser facilement. Voilà, prenez ça. Voilà, ça c'est de la cordelette, et bien on sait faire un nœud, ou on apprend à le faire, et puis un nœud ça se fait, ça s'oublie pas. Et voilà, c'est tout. Voilà. Une cordelette, ça c'est simple, c'est fiable. Voilà. Vous prenez ça, il faut couper, on coupe. Il faut taper pour quelque chose, enfoncer un clou, peu importe. Bon, et bien on tape. Ça c'est du fiable, c'est du simple. Vous prenez ça, voilà, c'est tout bête. J'appuie, ça me fait une flamme. C'est ça qu'il faut dans un sac. Le super gadget de la NASA, sophistiqué, chromé de partout, il vous faut 50 pages de manuel. Non, vous n'aurez pas le temps de vous en servir, vous n'aurez pas le temps de vous en rappeler, vous aurez des gens en panique autour de vous, vous allez perdre du temps et vous allez vous mettre en danger. Virez-moi ça, ça n'a rien à foutre dans un sac. Tenez, je parlais de lampe tout à l'heure. Là, c'est la petite lampe Phoenix, voilà, la LD20, bon, on s'en fout. Vous avez plusieurs fonctions, je l'allume, elle s'allume. Je l'allume, je fais des doubles clics, ça clignote, machin, je tourne la tête, ça change de couleur. Si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir tous les jours, celle-là je ne la prendrai pas dans un sac. Parce que celle-là je ne saurais plus m'en servir. Il faut du basique, il faut du simple. Voilà. Dans votre sac également, ce que vous pouvez mettre, c'est des choses que vous pouvez réutiliser. Des choses qui ont plusieurs usages, et des usages simples. Voilà. Vous prenez ça par exemple, en général c'est quoi? Hop, on se camoufle avec. Mais quand il fait froid, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une écharpe.
quand il fait chaud, on fait un bandana, on se déguise en fakir. Si jamais je me pète l'épaule, je me pète le coude, je me mets le bras en écharpe avec ça. Si jamais je me fais un mauvais bobo sur le mollet, à la jambe ou ailleurs, hein, je fais 2-3 tours. Le paquet de tire-jus dont je parlais tout à l'heure, là dans mon bordel de tous les jours, vous le mettez là, vous serrez, ça vous fait un pansement de fortune. Voilà. Ça, c'est un truc tout bête. Hein, c'est un bout de tissu, vous le prenez en synthétique parce que ça sèche, vous le prenez en coton parce que ça brûle moins, enfin voilà, la couleur que vous voulez. Et ce machin-là, c'est le genre d'exemple de choses utiles que vous pouvez mettre dans votre sac. Quand j'entends des gens qui disent, bon, des gens que j'aime beaucoup, j'ai du respect pour eux, tout ça, mais quand on dit, ouais, bon, ça, je sais pas trop à quoi ça sert, bon, je le prends quand même, ça peut servir, moi, je suis pas trop d'accord, hein, parce que dans votre sac, vous mettez des choses que vous savez utiliser et vous mettez des choses dont vous saurez vous en servir. Après, ça sert à rien de se charger inutilement et de se mettre du poids dans le sac s'il faut marcher, s'il faut cavaler pendant des heures. Hein, quand vous aurez marre de porter toute votre merde, là, bon, vous les sortirez du sac et puis vous aurez compris. Voilà. Bon, allez sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo, ça devrait pas tarder, et portez-vous bien.